Alors, bonjour à tous. Merci au Crésam pour l'invitation. Merci à mes collègues du jour pour avoir presque tout dit. Je me demande ce que j'ai à rajouter. Et alors, j'ai une double pression en passant dernier. Alors, la première, c'est de vous garder éveillé à l'heure de l'apéro. C'est parfois difficile. Et la deuxième, c'est d'essayer de terminer dans les temps. Bon, donc là, je compte sur, voilà, si je suis trop long, n'hésitez pas à me le dire, mais j'avais prévu le coup. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, je suis Pierre-Antoine Sturbois, je suis assistant social et je travaille dans une AMO, on en a déjà pas mal parlé. Et donc, l'AMO Arpège, qui est située à Saint-Guilain, mais on y reviendra plus tard. Alors, je suis désolé pour les collègues, j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'AMO qui sont là, mais je vais passer un premier moment de mon exposé sur le fait de recontextualiser et présenter ce que c'est une AMO en général, mais l'AMO Arpège en particulier. Dans une deuxième partie, je mettrai l'accent sur les observations que l'équipe d'Arpège a pu faire dans l'évolution de la santé mentale des jeunes durant ces mois, enfin, cette année Covid. Et dans un dernier temps, on verra en quoi le travail de proximité peut être un outil de soutien aux jeunes et aux familles. Alors, si vous êtes d'accord d'embarquer avec moi, nous y allons. Donc, la première partie, comme je vous l'ai dit, on va contextualiser et présenter ce que c'est une AMO et l'AMO Arpège en particulier. Alors, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, hein. Donc, l'idée, c'est de rappeler que l'aide à la jeunesse, donc c'est la fédération, fait partie de la fédération Wallonie-Bruxelles. On peut la diviser en trois parties. Alors, la partie des services publics que vous connaissez, vous avez certainement déjà entendu parler, tout ce qui est services d'aide à la jeunesse, services de protection d'aide à la jeunesse et les IPPJ. Ça, c'est pour la partie publique. Pour la partie privée, on peut distinguer entre les services qui ont un mandat, donc qui sont mandatés, ça veut dire qu'ils doivent rendre des comptes et des rapports aux mandants. Et donc là, on va retrouver tout ce qui est lié à l'hébergement, à l'accompagnement dans le milieu de vie, au placement familial et aux urgences d'accueil. Et puis, la deuxième partie, c'est les services privés qui sont non mandatés. Et dans cette catégorie-là, on retrouve principalement les AMO. Il y en a 86 en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est pas mal. Il y en a un peu partout. Alors, mais qu'est-ce qu'une AMO en fait? Après vous avoir posé le décor, l'AMO, c'est un service d'action en milieu ouvert qui fait partie du secteur de l'aide à la jeunesse. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. C'est un service qui est non mandaté, comme on l'a vu. Donc, ça veut dire qu'on ne rend pas de compte, on ne rend pas de rapport et qui travaille à la demande du public. Donc, les deux caractéristiques importantes d'une AMO, c'est qu'on est non mandaté et on travaille à la demande. Alors, on travaille pour quel public? Alors, jusqu'il y a peu, jusqu'au dernier décret, on travaillait avec les 0-18 et leurs familles. Avec le nouveau décret, il y a une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais de travailler avec les 0-22 ans. Alors, nous, chez Arpège, on a fait le choix de travailler avec les 0-22 ans. Alors, Arpège, où ça se trouve à Saint-Guilain. Alors, Saint-Guilain, ça ne dit trop rien à personne, mais si je vous dis que ça se trouve entre Mons et Dour, tout le monde connaît Mons parce que c'est une ville magnifique, mais tout le monde connaît Dour parce qu'il y a un festival qui est pas mal non plus. Donc, Saint-Guilain entre Mons et Dour, la spécificité de Saint-Guilain, c'est que c'est une ville avec un gros centre scolaire, il y a beaucoup d'écoles, et on retrouve aussi de nombreux quartiers de logements sociaux. Alors, nous ne travaillons pas uniquement sur Saint-Guilain, mais nous travaillons aussi sur 4 autres entités qui ont la caractéristique principale d'être en milieu rural. Et ça va avoir son importance pour la suite. Alors, qu'est-ce que fait une AMO très globalement? On a 3 missions. Une mission qu'on appelle prévention éducative. Alors,
en gros, c'est tout ce qui est écoute, soutien, accompagnement, orientation. Donc, on va s'occuper du travail individuel sur tout ce qu'un adolescent ou un jeune peut rencontrer comme problématique. Alors, il faut bien être clair qu'on n'est pas un service thérapeutique, donc on ne va pas faire de la thérapie, mais on va vraiment accompagner le jeune et la famille pour qu'il essaye de trouver une piste qui va lui permettre d'aller mieux dans l'immédiat. Voilà, on n'a pas la solution. Je dis toujours que si on avait la solution pour tout, j'aurais écrit un bouquin et je serais multimilliardaire, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, voilà. Alors, la deuxième de nos missions, c'est la prévention sociale. Alors, la prévention sociale, c'est faire des projets et avoir une action sur l'environnement. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'intégration des jeunes dans leur milieu, dans leur quartier, dans leur environnement. Donc, ça peut passer par des actions collectives, ça peut passer par des animations scolaires, ça peut passer par du travail de rue, du travail de quartier. Et là, on voit toute l'importance du travail en réseau. On en a parlé beaucoup ce matin, mais le travail en réseau, pour toute institution, de tout secteur, je pense que c'est vraiment très, très important. Alors, la troisième mission est assez importante, c'est une mission d'interpellation. Donc, on a vraiment cette mission de relayer et d'accompagner la parole des jeunes et des familles, et donc de garantir que cette parole soit entendue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va travailler pour que la parole soit prise en compte et qu'on fasse vraiment ce que les jeunes ou les familles demandent. On n'est pas là pour mettre de la pression, mais on est là pour garantir que cet espace de parole puisse exister. Donc, c'est notre mission d'interpellation qui est exercée à de nombreuses reprises. Alors, voilà, la première partie, très brièvement, sur ce que c'est une AMO, sur l'AMO Arpège en particulier. Alors, dans la deuxième partie, on va vraiment, je vais vous faire part de nos observations de la santé mentale des jeunes durant ces mois de Covid, ces mois compliqués. Je vais peut-être me répéter par rapport à mes collègues précédents. Vous me direz, c'est plutôt rassurant si on se répète, ça veut dire qu'on a plus ou moins les mêmes constats. Alors, quand même, deux précautions avant d'aller plus loin. La première précaution, c'est que nous, on estime que ce que je vais vous transmettre ici, ça ne peut pas être considéré comme une réelle analyse. Alors pourquoi? Parce que nous sommes tous un peu encore le nez dans le guidon. Il n'y a pas beaucoup de recul par rapport à ce qu'on vit. Et donc voilà, il faut le prendre comme tel. Et alors, oui, les observations et constatations qui vont suivre ne sont reflet que de notre travail, de l'AMO, de notre service, et donc d'autres collègues, et ils l'ont déjà fait, vont probablement faire d'autres constatations. Donc, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais vous dire. Alors, pour structurer un peu, chronologiquement, au niveau de l'équipe, on a identifié trois moments. Trois moments importants dans cette pandémie. Alors, mars 2020, tout le monde s'en souvient, le premier confinement, le 13 mars, je pense, de mémoire. Mai 2020 et globalement l'été 2020, avec le retour à l'école et les vacances scolaires. Et enfin, l'automne, le deuxième confinement, alors, moi que j'ai appelé la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on y reviendra plus tard, mais grosso modo, ce sont les trois moments qu'on a identifiés. Alors, mars 2020, quelque part, on peut dire que le premier confinement, mais c'est la surprise. Je pense que effectivement, un pays qui s'arrête comme ça du jour au lendemain, personne ne l'avait connu, ce qui fait que beaucoup de familles se retrouvent à la maison. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, on n'a pas eu, c'est peut-être assez bizarre, mais on n'a pas eu de vraiment, les jeunes n'ont pas paru embêtés par ça. Beaucoup de jeunes nous ont dit, ah ben voilà, des vacances qui arrivent, les écoles sont fermées. Dans un premier temps, pas mal de jeunes nous ont dit, ah ben c'est assez bien. Assez vite, ce qu'on a remarqué, c'est que les parents
étaient vraiment surpris et nous ont posé des questions assez surréalistes du style, est-ce que je dois aller faire mes courses, quand je dois aller faire mes courses, et est-ce que je dois prendre des provisions comme si on était en temps de guerre. Alors, on y reviendra plus tard, mais donc c'est un moment où on a dû beaucoup donner d'informations. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on était en télétravail, en tout cas une bonne partie, et donc voilà, c'est un moment où on a dû vraiment donner des informations, mais principalement aux parents. Alors, peu après, la deuxième phase, ça a été de dire, mais finalement, après la surprise, ce virus, est-ce qu'il est dangereux? Alors, c'est un virus qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît, enfin, on connaît un peu mieux maintenant, mais à l'époque, on ne le connaissait pas du tout. Et donc, c'est encore là, dans la deuxième phase, c'est principalement les parents qui s'inquiètent, de dire, mais est-ce que c'est dangereux? Et puis, à ce moment-là, il y a les hospitalisations qui grimpent en flèche, il y a les décès. Et donc, on est dans un moment assez compliqué, mais principalement au niveau des parents. Et puis, la troisième phase du premier confinement, c'est plutôt une inquiétude. Alors là, on arrive sur une inquiétude plus partagée entre parents et jeunes, et l'année scolaire dans tout ça. Comment va se finir l'année scolaire? Alors là, on avait des questions comme si on avait une boule de cristal, de dire est-ce que les examens vont avoir lieu? Comment ils vont avoir lieu? Et donc, on a remarqué que déjà à ce moment-là, on était, voilà, beaucoup de familles nous appelaient avec beaucoup de questions très précises et parfois ils attendaient une question très précise, alors que comme vous et moi, on n'avait pas évidemment beaucoup de réponses. Alors, peut-être ce qui est important à dire à ce moment-là, c'est qu'il y a des familles qui l'ont bien vécu aussi, tout simplement parce que la pression sociale est retombée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce besoin de justifier, il n'y avait plus de contrôle, il y avait plus de suivi à domicile, tout s'est arrêté. Et donc, il y a des familles qui ont dit, ben voilà, c'est un moment de pause. Et donc, la pression sociale, le contrôle social que parfois on peut avoir, alors pas de manière volontaire, mais indirecte, n'a plus lieu. Donc, beaucoup de collègues nous ont ramené qu'effectivement, c'était un moment peut-être plus serein pour les familles. Alors, moment compliqué aussi pour les jeunes qui sont revenus à la maison. Il y a des jeunes qui étaient en placement qui sont revenus à la maison. Moment très compliqué. On n'a plus l'habitude de vivre ensemble. On réapprend à vivre ensemble. Alors, au début, tout se passe bien. Et puis, souvent, on remarque que début mai, même avant, il y a déjà des étincelles et c'est déjà compliqué. C'est aussi des moments où on remarque que certains parents nous disent, ben, finalement, on remarque que la maison est trop petite. La maison n'est plus adaptée au fait qu'on puisse vivre ensemble. Il y a des tensions qui sont vraiment en train de se, de se montrer, qui sont en train d'apparaître. Donc voilà, c'est un moment où, très particulier pour tout le monde. Alors, le deuxième temps, c'est le mois de mai et globalement l'été 2020. Alors, nous, on a constaté, alors c'est pas du tout un jugement, mais que peut-être que le retour à l'école est apparu trop tard. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les jeunes et les parents s'étaient préparés à revenir à l'école un petit peu plus tôt. Et le fait qu'on l'ait annoncé un peu plus tard, au mois de mai, si je me souviens bien, fin mai, mais beaucoup de parents ont dit, ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine, il reste que quelques semaines, je vais pas remettre mon enfant. Des enfants se sont retrouvés aussi, et des jeunes se sont retrouvés un peu entre leurs parents et leur envie de retrouver les copains. Pas mal de jeunes nous ont dit, mais nous, on a envie de retourner, mais papa, maman a décidé qu'on n'y retournerait pas. Alors, ils étaient déçus, mais ça n'a pas fait l'objet de grandes révolutions ou de grandes discussions. Ils ont été assez, voilà, ils ont respecté la décision de leurs parents. Et donc, à ce moment-là, on remarque aussi que la fatigue mentale est vraiment importante. Que ce soit chez les jeunes qui finalement pensaient pouvoir retourner à l'école plus tôt, on leur annonce qu'ils vont retourner à l'école, mais bien plus tard que prévu, que ce qu'ils l'avaient imaginé.
Donc, ils se disent, OK, on est déjà en vacances, c'est très compliqué, les examens n'ont pas lieu. Le travail à domicile est compliqué à organiser. Il y a des écoles où il n'y en a pas eu du tout. Il y a des écoles où il y en a eu beaucoup, trop. À ce moment-là, on a organisé des, euh, des ateliers. On avait du matériel informatique à disposition et ceux qui voulaient pouvaient venir euh, le faire. Alors, on a remarqué que très peu de jeunes qui en avaient réellement besoin sont venus. Alors, parfois pour une connexion Internet, etc. On a remarqué, et c'est ce qui a été dit aussi par le PMS tout à l'heure, que c'est plutôt les bons élèves qui, juste avant de retourner à l'école, ont dit « Ah, j'ai pas fait mes travaux depuis le début, je n'ai rien fait du tout. » Donc, ils sont venus pour remplir un peu tous les travaux qu'ils devaient faire. Donc ça, c'est le retour à l'école, mais qui pour nous était un peu raté, parce que voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde entre parents et jeunes. Alors l'été va être une bouffée d'oxygène. Alors pourquoi? Durant l'été, nous, on a décidé, mais je reviendrai plus tard là-dessus, on a décidé d'être présent dans les quartiers, d'être présent très localement sur les communes où on travaille, et on a vu que petit à petit, les jeunes ressortaient, un par un, vraiment très localement. Ils retrouvaient leurs voisins, ils retrouvaient leur rue, ils retrouvaient leur ambiance de village. Et quelque part, le fait de travailler très localement a répondu, nous pensons, à une demande à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas partir en vacances, il n'y avait pas cette perspective de vacances, mais il y avait cette possibilité de faire des activités très locales, ce qui rassurait les parents et ce qui était très bénéfique pour les jeunes qui se sont retrouvés entre eux. Donc, c'était vraiment une bouffée d'oxygène relativement importante. Alors, il ne faut pas se tromper, il y a des jeunes qu'on n'a plus vus. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes avec qui on a pris contact, qu'on a essayé de raccrocher, qu'on n'a plus vu depuis le premier jour du confinement. Aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui ne sortent plus, tout simplement parce que leurs parents, au départ, par peur du virus, voilà, peu importe la raison, ont décidé qu'ils ne sortiraient pas. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ne voient plus l'intérêt de sortir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même relever. Donc, c'est une bouffée d'oxygène pour la plupart des jeunes, pour les parents aussi, hein, parce que vous imaginez bien, pour ceux qui l'ont vécu, être avec ses enfants pendant plusieurs semaines comme ça, c'est aussi gai quand ils peuvent faire autre chose et quand les parents retrouvent un peu du temps pour eux et que chacun retrouve un peu sa bulle d'intimité aussi. Donc voilà pour la deuxième partie euh, du confinement, donc mai et l'été 2020. Alors, le deuxième confinement, donc l'automne, là, ça a été véritablement catastrophique. Alors, durant l'été, on sent bien, on fait des activités avec vraiment quelques jeunes. La question scolaire n'est plus vraiment d'actualité. Les jeunes n'en parlent plus, mais on sent bien que si on aborde un petit peu la question scolaire, on arrive sur deux camps. Alors, ceux qui désespèrent de rentrer, parce que c'était trop long, etc., qui ont vraiment envie de rentrer, et ceux qui espèrent ne pas rentrer. Et donc, on sent bien que la rentrée va être compliquée. Septembre arrive, la rentrée est effectivement assez chaotique dans les familles, dans les quartiers dans lesquels nous travaillons. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La rentrée est chaotique parce que les jeunes n'ont pas envie. Il y a certains jeunes qui n'ont pas envie de rentrer. Il y a des parents qui ont encore peur. Il y a des écoles qui donnent très peu d'informations sur la rentrée, sur la manière dont ça va se passer. Il y a des écoles qui donnent trop d'informations, des informations de type numérique qui ne sont pas toujours prises en compte par la famille, soit par compétence, soit par manque de matériel. Et alors, il y a la problématique aussi des orientations scolaires. On en a parlé tout à l'heure, mais des jeunes, en fait, ils sont complètement paumés. Ils ne savent plus où ils vont se retrouver. Ils ne savent plus dans quelle année, dans quel groupe ils vont se retrouver, dans quelle option. Et donc, il y en a qui rentrent comme ils peuvent. Il y en a qui rentrent en faisant le choix de changer d'école, en disant, voilà, c'était peut-être en
en difficulté dans cette école-là. Le confinement n'a rien arrangé parce que j'ai pas eu l'occasion de faire mes travaux. J'ai pas fait mes travaux. C'est passé au second plan. Et donc, une des possibilités qu'ils ont prises, qu'ils ont trouvées, c'est de dire on va changer d'école, on va recommencer à zéro. Et donc, ils recommencent à zéro. Et puis, il y en a qui ne rentrent pas, tout simplement. Qui ne rentrent pas ou qui rentrent quelques jours et puis qui décrochent complètement. Et là, on se rend compte que dans la plupart des cas, c'est vraiment le stress, le mal-être qui prend le dessus avant le travail scolaire, avant la matière, c'est vraiment le mal-être. Alors, l'automne et le début de l'hiver sont très, très compliqués. On reçoit de nombreux jeunes qui vont mal, des jeunes qui disent qu'ils sont en dépression. Alors, un jeune de 13 ans ou de 14 ans qui dit qu'il est en dépression, c'est assez rare. Qui arrive à mettre le mot facilement, tout de suite, là-dessus, c'est assez rare. On a des parents qui sont complètement perdus, qui sont à bout en fonction ben voilà, de tout ce qu'ils ont vécu, des confinements successifs, du temps passé, qui n'ont plus de moyens. Et donc, on va travailler plus que jamais avec les médecins généralistes et avec les pédopsychiatres. Alors, on a énormément de médecins généralistes qui nous appellent, qui sont aussi à bout de souffle, qui ont de plus en plus de jeunes et de parents qui viennent les voir en disant, ben voilà, euh, mon jeune ou moi en tant que parent, je m'inquiète vraiment pour mon enfant. Et donc, les médecins généralistes sont devenus, pour l'année 2020, notre deuxième envoyeur. Alors, d'habitude, on retrouve le SAJ, on retrouve le bouche à oreille, les médecins généralistes sont bien plus loin, et là, c'est devenu le deuxième employeur. Et donc, on remarque aussi que les parents acceptent la première solution qui est donnée. Et donc, on a pas mal de jeunes qui vont se retrouver dans des structures pour des durées relativement longues, parfois allant jusqu'à 6 mois, où ils vont travailler sur leurs besoins, leurs difficultés plus liées à la dépression et aux difficultés psychologiques. Évidemment, nous, dans ce cadre-là, notre travail, c'est, ben voilà, on n'est pas thérapeute, donc on envoie, on collabore, et c'est pour voir que le jeune et les parents puissent mettre des mots là-dessus. Donc, on a vraiment un besoin d'expression qui est plus, et aussi de se retrouver. Ça, c'est vraiment les deux caractéristiques qu'on trouve. Moi, j'ai eu pas mal de tentatives de suicide à ce moment-là. Alors, ça fait 15 ans que je travaille. Heureusement, j'en ai eu peu. Mais là, je pense que sur cette période-là, ben voilà, j'en ai eu beaucoup plus. Et donc, ça pose question aussi. Donc voilà, pour un petit peu un peu les observations et les constats qu'on peut faire. Alors, voilà, nous, on s'est dit, enfin, vous allez voir que le travail de proximité pour les MORPES, ça veut dire quelque chose. Et donc, on a vite réagi, on est assez vite retourné sur le terrain, on a vite priorisé notre travail. Et donc, on a accentué le travail de proximité parce qu'on pense vraiment que le travail de proximité peut être un outil très important pour les jeunes et les familles. Alors, quand je vous dis que la proximité, ben pour nous, ça veut dire quelque chose, mais comme toutes les AMO, comme toute structure, c'est clair qu'on part du principe que les jeunes et les familles doivent avoir la possibilité d'être écoutés et entendus. Toute demande doit pouvoir être écoutée et entendue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes situés sur une ville moyenne de 25 000 habitants, mais la plus grande de 70% de notre territoire est rural. Et donc, ben, les connexions de transport, les déplacements ne sont pas toujours évidents. On a toujours fait pas mal de domiciles quand il n'y avait pas d'autres moyens de le faire. Et donc, pour nous, c'était assez évident qu'il fallait renforcer ce travail de proximité. Alors, comment on l'a fait? Ce travail de proximité, nous, et on en a parlé tout à l'heure aussi,
il a commencé par les outils numériques. Ça fait plus de 10 ans qu'on s'intéresse aux outils numériques et à la manière dont les jeunes les utilisent. Donc, c'est vrai qu'on est présent sur différents supports, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Et depuis plus de 5 ans, on a mis en place ce qu'on appelle un travail de proximité sous forme de travail de rue. Et donc, on est présent au minimum 2 fois par semaine dans différents quartiers. Donc, on a vite compris qu'il fallait accentuer cette proximité. Alors, de nouveau, un petit schéma. Accentuer, pourquoi? Dans un premier temps, au niveau du confinement, donc on est au mois de mars, on est resté en contact avec les suivis, avec les familles, c'était primordial. Et on l'a fait simplement au niveau téléphonique. À ce moment-là, on était tous à domicile et on constatait que les coups de fil duraient de plus en plus longtemps. Alors, oui, sur leurs problématiques, mais aussi simplement sur l'importance d'entendre quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui parlait et parfois d'avoir quelqu'un qui racontait un peu la manière dont les familles vivaient le confinement. Et donc, je pense que comme beaucoup de structures, et en tout cas beaucoup d'AMO, il y a eu de nombreux projets qui ont vu le jour sur la toile. On a tous accentué notre présence sur les réseaux sociaux. Alors, jusqu'à un point, donc, on a accentué notre présence. Tous les jours, on pouvait retrouver différents contenus sur nos réseaux sociaux, je pense que sur les réseaux sociaux de l'ensemble des AMO, sous forme de défis, sous forme d'informations, sur forme de sondage. Il y a des projets qui ont vu le jour à ce moment-là. Mais assez vite, c'est-à-dire fin avril, on a vu aussi le frein des réseaux sociaux. Les jeunes nous ont dit ras-le-bol d'être sur les écrans. On est sur les écrans au niveau scolaire, on est sans cesse interpellé au niveau des réseaux sociaux, et donc, quelque part, ils avaient envie de faire autre chose qu'on pouvait comprendre très simplement. Et donc, fin avril, on a décidé au niveau d'Arpège qu'une partie de l'équipe retournait dans les quartiers. Retourner dans les quartiers, alors dans un premier temps, il ne faut pas se tromper, hein. Peu de jeunes venaient nous voir, hein. C'est-à-dire qu'on était seuls dans les rues, ou presque. Alors, pour beaucoup de mes collègues, ça a été l'occasion de reprendre l'air, de reprendre contact avec le terrain, donc ça a été très important pour eux. Et puis, petit à petit, on a vu que les jeunes et les familles voyaient qu'on était dans les quartiers, et donc nous saluaient. C'est venu vraiment, vraiment petit à petit. Et donc, peu à peu, la sollicitation du public est arrivée. À ce moment-là, on a eu vraiment un rôle important d'information. Alors, information en termes de mesures sanitaires qui changeaient tous les 3 jours, donc il fallait vraiment informer, en termes de précautions, en termes d'orientation scolaire, de savoir comment ça allait se passer. On a dû vite remettre du réseau sur place. On a travaillé avec tout un ensemble de services. On s'est rendu compte que des services, notamment comme les centres de santé mentale, étaient assez vite débordés. Et donc, voilà, on a dû vite remettre du travail sur le terrain. Et puis, on a décidé qu'on allait créer des groupes Messenger, mais vraiment très particuliers aux différents quartiers, pour pouvoir rentrer en contact avec les jeunes du quartier proprement dit. Et donc, ça, c'est vraiment, voilà, c'est du travail qui se fait petit à petit. Alors, notre force, c'est que le travail de proximité, on l'avait déjà fait auparavant, on avait l'expérience de plusieurs années, et donc on n'a pas dû tout reconstruire, mais ça a vraiment pris du temps, etc. Et ça a posé aussi pas mal de questions. C'est vraiment un choix pédagogique de l'équipe en disant, voilà, on va sur le terrain, malgré les risques de l'époque, avec toute la précaution qu'il faut prendre, mais ça nous a permis, par la suite, de pouvoir réaliser durant l'été 2020 déjà pas mal d'actions, comme je vous en parlais tout à l'heure, d'actions dans des quartiers liés vraiment au public local. Voilà un peu. Je vais vous inviter à conclure tout doucement. Je conclue, j'y arrive. Super. Donc,
voilà un petit peu le processus et l'outil qu'on a mis en place. Alors, puisqu'on me demande de conclure, j'arrive. Alors, c'est conclure, je ne dirais plutôt pour ne pas conclure. Pas que j'ai envie de rester avec vous, quoique, mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation, on est dans un processus long. Ça ne va pas s'arrêter demain. Les effets du Covid, heureusement, avec les outils qui sont mis en place, ben, s'atténuent. Mais pour notre public, pour nos publics, le processus est long, le chemin est encore difficile, il y aura des hauts et des bas. Et donc, nous, on pense vraiment que l'important, c'est de renouer le lien, comme ça a été dit à de nombreuses reprises ce matin, renouer le lien et vraiment favoriser l'expression. Et je pense que la totalité des interventions qui ont été faites ce matin ont mis l'accent là-dessus. Donc, ça me rassure, on est dans le bon aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous laisse à l'apéritif après les questions. Merci Pierre-Antoine. Merci beaucoup. Vraiment, merci à tous nos intervenants. Je propose d'aller vers ma collègue Léa qui a relevé les questions dans le chat. Il y a 2 questions. Non, il travaille Zoom. Voilà, et donc n'hésitez pas aussi, après les questions écrites, à prendre la parole pour des questions orales. Nous allons, c'est assez court, serré comme temps, mais on va quand même essayer d'y répondre. Voilà, à toi la parole, Léa. Oui, alors voilà, dans le chat, il y a eu 2 questions. La première, je pense, peut s'adresser plus directement à Christine Grignet et Charline Hick, même si évidemment tout le monde est libre de prendre la parole. Ici, l'équipe mobile de CRI se demandait si à l'école, on avait pu constater beaucoup d'appels à l'aide autour d'idées ou de passages à l'acte suicidaire. Je vais remettre le micro. Non, je ne sais pas, je commence. Donc, pour dire, je dirais oui, pas au début de la crise, on a eu peu de ce genre d'appels, en tout cas l'année scolaire précédente, mais beaucoup ces derniers mois. Oui, on était assez interpellés et ça pose beaucoup de questions. La prise en charge vers qui se tourner, parce qu'aussi les services de santé mentale, les psychologues, même les services de pédopsychiatrie sont fort saturés. Donc voilà, on essaye de faire au mieux en passant le relais, évidemment, à un certain moment. Mais oui, on a vraiment vu une recrudescence. Et aussi, je voulais quand même le dire parce que j'ai vu passer la question, le problème de consommation d'alcool, je dirais, je ne peux pas tirer de conclusion, mais c'est vrai qu'on a été alerté par quelques jeunes nous disant qu'ils avaient pris l'habitude, mais des très jeunes, hein, parfois, de boire de l'alcool fort de manière journalière et qui étaient dans un état de dépression, de grand mal-être et qui venaient en parler avec toute la honte que ça comporte et la difficulté d'en parler à leur entourage, à leurs parents. Et aussi le mal-être des jeunes dû au mal-être des parents, la dépression des parents, parfois le problème d'alcoolisme qui s'accentue chez les parents, par exemple, qui se retrouvent au chômage et qui impacte le bien-être et le moral des parents, des jeunes, évidemment. Donc, voilà. Je ne sais pas si Charline peut ajouter quelque chose. Ben, moi, en tant que prof, je n'ai pas été confrontée à des appels à l'aide, en tout cas pour le suicide. Maintenant, en tant que prof, on n'a jamais été aussi sollicité sur le plan humain, je pense. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas formé pour ça. Donc, c'est vraiment en fonction de nos caractères et de notre bienveillance qu'on prend ou pas. Et là, c'est très chouette d'avoir des collègues du PMS et des éducateurs à qui on peut relayer en essayant de ne pas casser le lien avec l'élève. On sent vraiment qu'il y a plein de structures qui existent habituellement autour d'eux qui ne sont pas disponibles pour le moment et donc on devient un relais. Et voilà, on n'a pas l'habitude d'être projeté là-dedans. Donc, encore une fois, merci la collaboration. Et pour l'alcool aussi, oui, j'ai entendu. Moi, j'ai une cour au plus grand et oui, je sais qu'il y en a qui consomment de façon régulière, ouais.
Ok, pour la question de l'alcool, alors je vais peut-être pour que tout le monde l'ait bien en tête. La question était un petit peu de savoir si vous observiez une évolution de la consommation habituellement plus collective à une consommation plus fréquemment isolée. C'était une question qui était posée par Clémence Van Acter du service Phoenix à Namur. Merci le SSM. Pierre-Antoine veut s'exprimer sur la question des consommations. Au niveau des consommations, nous, pour ceux, oui, on a vu peut-être une augmentation, mais c'est pas flagrant. J'ai envie de dire que ceux qui ont consommé plus, malheureusement, consommaient déjà avant et ont juste eu plus de temps et voilà, et plus d'ennui. Et donc, effectivement, l'alcool a augmenté un petit peu pour ces jeunes-là. Évidemment, on parle de jeunes, alors je dirais 16 et puis majeurs. J'ai pas eu écho de jeunes qui consommaient plus bas. Par contre, effectivement, de mal-être général, ça c'est clair. Et en termes de scarification ou autre, enfin, il y a eu un malaise général. Et plutôt, on a plus retrouvé de la scarification, etc., chez les à partir de 10 ans. Nous, honnêtement, on n'a pas la réponse par rapport à ça. Les adolescents avec lesquels on collabore au niveau de l'AMO ne sont pas à chaque fois les mêmes. On a des discussions, mais on n'a pas encore créé un lien, j'imagine, qui permet de parler de ce genre, de ce genre de problématique. Par contre, c'est vrai que scarification, on a. Donc, c'est plus un mal-être général, mais au niveau consommation, on n'a pas la réponse. Bonjour à toutes et tous. Voilà, j'aurais une question d'ordre général. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour pouvoir répondre à ces situations auprès des jeunes, en fait? Qu'est-ce que vous aurez besoin exactement? Est-ce que ce serait, je sais pas, des structures, plus de personnes, plus de moyens? Je sais pas. C'est une question comme ça. Merci. Personnellement, je me suis déjà dit que je ne savais pas toujours vers qui me tourner pour aider des jeunes qui avaient un problème, une consommation d'alcool problématique, sans vouloir tomber dans un service vraiment trop typé, je dirais, une prise en charge trop individuelle. C'est vrai qu'on sait qu'il existe des groupes de parole pour les adultes, hein, mais voilà, je trouve que, en tout cas, c'est pas connu de ma part. Dans la région aussi où on est, des groupes de parole peut-être pour ados qui seraient confrontés à ce genre de situation. Voilà, des services aussi qui sont ouverts 24 heures sur 24, c'est pas évident. Je sais que c'est pas. Il y a des services privés, des numéros, en tout cas de téléphone, qu'on peut donner aux élèves aussi, parce que à partir d'une certaine heure, les week-ends, on ferme la porte et on sait qu'on les laisse seuls. Donc ça, c'est vrai que ce sont des services aussi qui me paraissent vraiment importants, qu'il y ait ces écoutes 24 heures sur 24. Et voilà, ça mériterait en tout cas de référencer tout ce qui existe comme aide plus urgente et en dehors du contexte des heures scolaires, on va dire. Ben nous, évidemment, besoin en termes d'heures de psy, etc., on a l'impression qu'on ne pourrait pas faire beaucoup plus. On est assez bloqué, évidemment, par la situation sanitaire. Donc, le grand besoin, c'est évidemment que toutes ces structures réouvrent pour les jeunes. Parce que, comme le disait encore Benjamin de Roubaix, le pédopsychiatre tout à l'heure, c'est vraiment le social qui doit réouvrir. Et on est vraiment dans une crise sociale avant d'être dans une crise de santé mentale. La santé mentale découle de ce social, et donc c'est vraiment ce social qui doit prendre maintenant le relais. C'est vrai que ça devient urgent et on se réjouit de voir qu'il y a certaines choses qui réouvrent prochainement, en tout cas.
Peut-être simplement, moi, je remarque quand même que cette crise Covid a eu quand même de bon de faire tomber et d'ouvrir un peu plus les secteurs entre eux. Euh, et je pense que ce qui peut vraiment nous aider, c'est un réseau fort et une collaboration, alors dans le respect de chacun, et effectivement en tenant compte du secret professionnel, etc., mais une collaboration dans l'intérêt du jeune et des familles. Et on a vu, enfin, en tout cas pour notre part, que les collaborations étaient peut-être plus rapides à mettre sur pied parce que chacun avait vraiment en tête le caractère assez spécifique de la situation. Donc j'espère que vraiment le fait que les différents secteurs décloisonnent va continuer parce que c'est super important de manière générale. Merci. Il est l'heure, donc je vais conclure ici et j'ai peut-être envie de conclure ici sur votre dernière prise de parole, Pierre-Antoine. On a souhaité effectivement, avec les 3 présentations ici, mettre l'accent sur les collaborations qui peuvent exister entre les services. Et ce que je trouve que chaque intervenant a pu mettre en avant aussi, c'est vraiment l'importance du travail de proximité. Donc, que ce soit l'enseignant, la travailleuse du PMS, en AMO, en service de santé mentale, vous avez tous fait un pas de côté finalement pour être plus proche des jeunes. Et je crois que c'est peut-être un élément central aussi à retenir de chacune de vos interventions, avec cette question du sens aussi qui est très, très fort apparu dans vos interventions. La communauté, le sens, donc se raccrocher à ce qui fait vivre chacun et chacune. Et donc, les adolescents ne sont pas si différents que nous. On a tous des besoins de sens et d'appartenance. Et donc, voilà, je pense que c'est certainement aussi un des points communs à chacune des interventions. Je n'ai pas l'occasion de faire évidemment une synthèse ni un schéma qui reprendrait l'entièreté des points d'attention, mais en tout cas, je vous inviterai chacun et chacune à peut-être maturer les 3 interventions en espérant que ça aura pu vous éclairer aussi sur vos pratiques et n'hésitez pas à revenir aussi vers les intervenants si vous souhaitez approfondir l'une ou l'autre chose. Je ne doute pas qu'ils seront enthousiastes à l'idée de partager leur pratique avec vous. Voilà. Je vois qu'il y a des sites qui ont été renseignés dans le chat, donc n'hésitez pas aussi à y jeter un œil. Vous rappelez que donc le webinaire sera posté donc sur notre site dès que possible pour un visionnage. Nous vous enverrons également une petite évaluation, un formulaire d'appréciation plutôt par mail concernant ce webinaire. Il me reste vraiment à remercier chaleureusement chaque intervenant de ce jour pour sa présentation et aussi, cher public, d'avoir été présent. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et un bon apéro, comme dirait Pierre-Antoine Sturbois. Et nous vous disons à très bientôt.